c'est sur la résolution du conflit. Ce conflit entre la Russie et l'Ukraine se terminera bien un jour par un traité qui sera négocié. Quelle sera la base juridique de ce traité, vu que le droit international est aujourd'hui, malgré tout, assez mal en point? Vous savez, pour vous répondre à cette question, il va me falloir un peu de temps. Et je risque d'ennuyer vos spectateurs. Alors détrompez-vous, on a des spectateurs chez Livre Noir qui sont plutôt, qui savent s'accrocher. Donc c'est leur force. Je pense que c'est important de venir sur ce point-là parce que beaucoup de gens disent aujourd'hui il faut sortir du conflit, mais effectivement on voit pas comment commencer. Donc si vous pouvez développer, n'hésitez pas à aller jusqu'au bout et on en discutera juste après. Ok, c'est vous qui l'avez voulu. Je vais commencer par le commencement alors. Le droit international moderne est le produit de l'évolution de la culture et de l'histoire essentiellement européenne, qui prend racine au XVIIe et XIXe siècle. Ses caractéristiques principales, les trois caractéristiques principales étaient les suivantes. Le droit international a été utilisé pour consacrer la distinction entre les États civilisés d'un côté et les peuples, communautés et nations non civilisés de l'autre. Les civilisés étant les États européens et les non civilisés le reste du monde. Et pour protéger et perpétuer cette distinction. Première chose. Deuxième chose, bien que les États européens ne niassent pas l'existence d'autres pays au-delà de leurs frontières, leur personnalité juridique ne pouvait pas être considérée comme égale à celle des États du monde civilisé européen. Et du point de vue des Européens, devenir civilisé, ça voulait dire devenir comme un État européen. Et in fine, la décision finale d'accorder ce statut revenait exclusivement aux États civilisés, entre guillemets, européens. Ce qui, dans la pratique, voulait dire que les États tels que la Chine, le Japon ou la Turquie ne pourraient jamais devenir civilisés, ne pourraient jamais appartenir à ce monde européen. Et troisième caractéristique, le droit international servait à justifier la légitimité de l'existence et de l'expansion des empires et de leurs possessions coloniales. Les concepts tels que souveraineté et civilisation se référaient exclusivement aux États européens et ces États étaient les seuls à définir leur contenu, les critères, les standards de civilisation et de souveraineté. La souveraineté, par exemple, des colonies était hors de question. Et les relations entre les empires et leurs possessions coloniales étaient fondées sur le droit constitutionnel interne des empires. Et les relations entre les colonies n'étaient pas régies par le droit international. Donc, ainsi, le droit international de l'Europe et l'ordre juridique mondial fondé sur celui-ci visaient à garantir la suprématie de l'Europe sur le reste du monde. Arrive le XXe siècle, et au XXe siècle, les choses n'ont pas fondamentalement changé. En fait, l'idée de la suprématie et de la supériorité des États européens sur le reste du monde est restée intacte, bien que le centre de cette Europe se soit déplacé vers les États-Unis. Les positions de départ des grandes puissances lors de la création de l'ONU ont été différentes, d'où les divergences dans la compréhension du droit international et des articles de la Charte des Nations Unies. Par exemple, pensez-y, la France et la Grande-Bretagne ont travaillé sur les concepts d'égalité souveraine des États tout en restant des empires coloniaux. Pour l'URSS et la Chine, les normes impératives du droit international avaient cette signification progressiste qui sera ultérieurement consacrée dans la déclaration de 1970 sur les principes du droit international, tandis que pour la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, les normes impératives du droit international signifient littéralement, comme la pratique ultérieure l'a montré, égalité souveraine entre leurs États, respect de bonne foi des obligations envers leurs États, non-recours à la force vis-à-vis de leurs États, non-ingérence dans leurs affaires intérieures, règlement pacifique des différends entre leurs États, etc. Donc ils ne reconnaissent pas les autres États comme leurs égaux. Et la légalité des actions de ces États-là, elle est jugée au travers du prisme du regard des États occidentaux avec à la tête les États-Unis d'Amérique.
la consécration dans la Charte des Nations Unies des fondements de l'ordre juridique mondial n'a pas conduit à l'abolition de la politique et de la pratique de la dépendance coloniale, ni à l'interdiction de la guerre à grande échelle, ni à l'interdiction du recours à la force armée, ni à l'interdiction de la discrimination. Dans une mesure plus ou moins grande, toutes ces pratiques ont subsisté sous de nouvelles formes. Par exemple, la dépendance économique a remplacé le colonialisme classique. Les interventions militaires et le parrainage d'organisations terroristes a remplacé le recours à la force armée pour s'immiscer dans les affaires intérieures des États, etc. Et ces pratiques, cet état des choses, ne sont pas regardées comme défaillants, comme une défaillance du droit international, mais plutôt comme quelque chose de normal, puisque c'est exactement le contenu que les États occidentaux recherchaient dès le départ. Au concept d'ordre juridique universel, de communauté internationale, de valeurs et d'intérêts communs, se substituent les valeurs et les intérêts d'un petit groupe d'États. Et l'opposition à ces valeurs est considérée comme une menace pour l'humanité tout entière, pour le monde dans son ensemble. Les États occidentaux contournent les normes impératives du droit international en redéfinissant l'objectif, c'est-à-dire qu'on ne dit plus interdiction de recourir à la force armée, on dit lutte contre le terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. On ne dit plus interdiction de refuser au peuple le droit à l'autodétermination, on dit maintien de l'intégrité territoriale. On ne dit plus interdiction de s'immiscer dans les affaires internes des autres États, on dit responsabilité de protéger. Et le conflit en Ukraine fournit à l'envi les preuves de ce que j'avance. L'Occident trouve normal que l'Ukraine viole le droit international humanitaire. Bombardement de villes non protégées. Bombardement systématique. Minage à distance de villes et de villages avec des mines antipersonnelles interdites. Utilisation de la force armée contre des civils. Déploiement de postes de tir et d'armes lourdes dans des quartiers résidentiels. Utilisation extensive et ouverte de mercenaires venus du monde entier. Utilisation de la force armée sur des sites nucléaires. Torture et meurtre de prisonniers de guerre et de civils. L'Occident soutient et facilite des actes de terrorisme d'État comme la destruction de Nord Stream. L'Occident ferme les yeux sur la justification du nazisme, la glorification des criminels nazis et de leurs sbires impliqués dans le nettoyage ethnique des Russes, des Polonais, des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, la destruction de fosses communes dans les pays baltes, la glorification des criminels et des pratiques des bataillons nationalistes opérant en Ukraine. L'Occident ne trouve rien à redire sur les violations des droits de l'homme. Par exemple, la persécution des dissidents dans les territoires occupés par l'Ukraine, c'est-à-dire la répression contre son ancienne population, l'assassinat des politiques et de journalistes, l'ukrainisation forcée des populations de ces régions, et ça s'applique à toutes les nationalités, la négligence totale pendant 8 ans des droits de l'homme et des libertés fondamentales des habitants des républiques de Donetsk et de Lugansk, par exemple liberté de parole, droit à la vie, accès à l'information, liberté d'expression, liberté de conscience, utilisation de la langue maternelle, etc. Tous ces actes, comme ils constituent une violation systématique et généralisée des fondements, des normes fondamentales du droit international, créent une obligation pour tous les États, en fait, une obligation qu'on appelle en droit international une obligation erga omnes, c'est-à-dire une obligation due à l'égard de tous, de contrer ces violations et de traduire leurs auteurs devant la justice. Et non seulement les États occidentaux ne le font pas, donc ils négligent cette obligation, mais ils pensent même à créer un tribunal international censé traduire en justice les responsables russes qui ont pris de leur côté des mesures pour faire cesser ces violations. Et cette conduite qui consiste à soutenir un régime criminel, à encourager des crimes internationaux et à ignorer
des obligations erga omnes, elle n'est pas illégale du point de vue des pays occidentaux, sachant que ils ont une perception particulière du droit international qu'ils ont hérité de l'époque des empires et des colonies. Comme ces violations ne sont pas commises à l'encontre de leurs États, aucune réaction s'en pose. Et dans cette configuration, le danger, la menace, ne peut provenir que de la Russie et de son obstination de n'en faire qu'à sa tête. Ah, donc le droit international serait une chimère, il n'a pas d'avenir ? Non, je n'ai pas dit ça. En fait, comme les actes des États-Unis et des pays occidentaux sont clairement en contradiction avec le contenu littéral du droit international, un nouveau concept a été inventé qui s'appelle l'ordre fondé sur des règles, c'est-à-dire un ensemble de règles et de principes de nature et de caractère non juridique qui a pour vocation de justifier les actes des États exclusivement occidentaux. Et au sein d'un groupe d'États restreints, l'ordre fondé sur des règles est perçu comme un régulateur nécessaire, raisonnable et opportun des rapports internationaux. Mais dès qu'il s'agit d'éteindre son action aux États en dehors de ce groupe, c'est là que les problèmes commencent, c'est là que ça donne lieu à des conflits. Et donc il y a deux groupes d'États et deux approches vis-à-vis de l'ordre juridique mondial. Le premier qui reconnaît, qui admet l'existence de l'ordre fondé sur des règles et s'y soumet, et l'autre qui le nie, ou pour le moins qui refuse de se l'approprier parce qu'il tient au respect rigoureux des normes fondamentales du droit international. Donc deux systèmes parallèles et distincts du droit international se sont formés, ayant pour seule source la charte des Nations Unies, sauf qu'elle est différente dans son interprétation. Et l'évolution la plus probable du droit international sera vers un esprit de bloc. C'est-à-dire que la Russie, la Chine, le Brésil, l'Inde et de nombreux autres pays reconnaîtront comme contraignants et respecteront rigoureusement les droits et obligations découlant du droit international existant et coopéreront dans un esprit d'égalité. Et il y aura les pays occidentaux, dirigés par les États-Unis, qui s'en tiendront au droit international dans leur perception, c'est-à-dire sous forme d'un ordre fondé sur des règles qui déforment à la fois les idées fondamentales de la Charte des Nations Unies et les principes impératifs du droit. C'est une description assez abyssale et inquiétante. Comment, dans ce cas-là, dans ces conditions, pourront s'organiser les échanges entre ces deux systèmes ? Mais en fait, il n'y a pas de quoi se réjouir. Mais ce n'est pas non plus une tragédie. Ces deux blocs pourront parfaitement cohabiter. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils font dans la pratique depuis longtemps. Et outre ces deux blocs, il y aura aussi un corps de normes communes, universelles. Universelles à la fois en termes de formation, d'interprétation et de respect par tous les membres de la communauté internationale. Je pense notamment aux normes relevant du droit diplomatique et consulaire. Alors vous parlez justement du respect des traités, mais beaucoup ont pointé le fait que ces fameux accords de Minsk n'avaient pas forcément été respectés par la Russie. Quid de ça ? Oui, vous me tendez une perche là, c'est pas possible. Vous avez déjà vu un grand pays rester couillonné sous prétexte qu'un traité n'a rien prévu pour le cas où il serait couillonné ? Non. Quand on est couillonné, on dit « je suis couillonné ». Et ben voilà, je fous le camp. L'ex-président François Hollande et l'ex-chancelière Angela Merkel ont tous deux admis aux journalistes que le seul objectif des accords de Minsk avait été de donner à l'Ukraine l'opportunité de s'équiper et de se renforcer. Donc l'Ukraine n'a jamais eu l'intention d'appliquer ces clauses, pas plus que la France et l'Allemagne n'ont eu l'intention de les faire appliquer en tant que garant, en leur qualité de garant. Et je ne sais d'ailleurs pas pourquoi Hollande et Merkel ont avoué, la mauvaise foi n'a jamais été source de fierté. Mais tenez, on a parlé tout à l'heure de l'ordre fondé sur des règles, et justement, typiquement, contracter un engagement international tout en assumant la possibilité, l'éventualité de ne pas le respecter par la suite, ça fait parfaitement partie de cet ordre-là.
L'exemple le plus instructif à cet égard est l'exemple des Mistral, que François Hollande a refusé de livrer à la Russie, même si ça relève plus du droit privé, mais peu importe. La France s'engage à livrer ces bâtiments à la Russie et puis se rétracte parce que, de son point de vue, ça cesse d'être opportun. Et pareil, l'Australie, qui rompt le contrat de fourniture de sous-marins avec la France sous prétexte d'un changement de besoin. Tout ça, dans votre monde, c'est devenu normal. Mais dans le nôtre, les conventions doivent être respectées. C'est l'un des principes les plus anciens du droit international. Et c'est aussi la base de toute relation de